Bienvenue sur Ici Éco. Face aux multiples défis que rencontre le Liban concernant sa reprise économique et financière depuis l'effondrement économique de 2019, nombreux sont ceux qui insistent pour rendre uniquement le secteur bancaire libanais responsable tout en exonérant les responsables gouvernementaux actuels et passés de tout rôle dans cette crise. Actuellement, le gouvernement négocie un paquet de réformes avec le FMI, mais à ce jour, les discussions ne semblent pas se dérouler dans la bonne direction. Au lieu de se concentrer sur la responsabilité, le FMI, à l'instar des autres créanciers internationaux, semble principalement focalisé sur la réduction de l'endettement de l'État libanais au détriment des déposants, des banques et de la Banque centrale. Dans un autre contexte, le secrétaire général de l'Association des banques du Liban, Dr Fadi Khalaf, a déclaré que la nouvelle phase qui se profile à l'horizon pourrait faire de l'année 2026 l'année où les solutions finales commenceront à être mises en œuvre, permettant ainsi la relance du secteur bancaire sur des bases les plus solides et le retour des droits à leurs propriétaires dans le cadre d'un État qui cherche enfin à reconstruire la confiance et les institutions. Mais il reste nécessaire de compléter cette orientation avec transparence et coordination avec les parties locales et internationales afin de ne pas laisser passer l'opportunité à nouveau et de ne pas reproduire la crise sous une autre forme. Durant cet épisode, nous suivons les dossiers économiques et financiers dont les plus importants est celui du budget de l'année 2025 et les pressions exercées par le FMI sur les autorités libanaises, ainsi que la loi sur le déficit ou bien le gap financier, entre autres avec le chef économiste de la Biblos Bank, Dr Nassib Roubril. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Roubril. Merci à vous. Donc, un projet qui suscite la controverse dans les coulisses consiste à vendre une partie des réserves d'or de la Banque centrale du Liban. Les responsables politiques se sont concentrés sur ces réserves en raison de la hausse des prix de l'or, qui est en fait l'actif le plus performant pour la Banque centrale. Actuellement, la valeur des réserves d'or est estimée à environ 33 milliards de dollars, tandis que la dette totale de la Banque centrale s'élève à 80 milliards de dollars. La proposition du FMI d'obliger la Banque centrale à liquider une partie de ses réserves d'or suscite de vifs débats. Faut-il réellement vendre une partie de l'or ou envisager d'investir une partie de ces réserves? On ne peut pas ignorer le fait que la valeur des réserves en or de la Banque du Liban a augmenté de 14 milliards de dollars fin 2019 jusqu'à 33 milliards 600 millions de dollars à mi-septembre. Et elle va augmenter encore selon la trajectoire des prix de l'or mondiaux. Donc, il faut utiliser cette augmentation de la valeur des réserves en or et non pas liquider, non pas vendre une partie de l'or, parce que vendre une partie de l'or, tout d'abord, a besoin d'un vote au Parlement. Une modification du loi qui existe. Oui, mais profiter de cette augmentation de la valeur de l'or, il y a des mécanismes financiers pour en profiter. Il y a plusieurs mécanismes financiers qui sont très techniques, de nature très technique, mais c'est faisable. Et il y a des banques d'investissement mondiales qui ont suggéré au Comme Liban, JP Morgan. je ne sais pas lesquelles, mais il y a des banques d'investissement mondiales qui ont suggéré des méthodes pour que le Liban profite de cette augmentation de la valeur des réserves en or. On sait que la Banque du Liban n'a pas acheté de l'or durant cette période, donc c'est seulement l'augmentation des prix mondiaux qui a augmenté la valeur des réserves en or. Mais certainement, on ne peut pas continuer à dire que ces réserves en or sont pour les générations futures et les générations futures disent c'est pour les générations d'après. C'est comme on n'a pas d'or. Ça veut dire pratiquement on n'a pas d'or. Et on ne peut pas, d'autre part, traiter l'or comme si c'était un tableau dans un musée, l'observer et l'admirer et dire la valeur continue d'augmenter sans rien faire. Aujourd'hui, ce sont des actifs non performants. L'or est un actif non performant et qui coûte à la Banque du Liban des frais pour la partie de l'or qui est aux États-Unis. Donc non, il faut profiter.
il faut profiter de cette augmentation de la valeur en or, certainement. D'autre part, des sources suivent de près la proposition du FMI à Beyrouth et qui suggère que le gouvernement libanais cesse de rembourser cette dette, ou bien la dette de 16 milliards 500 millions de dollars à la Banque centrale. L'objectif de cette démarche n'est pas de soutenir les finances publiques ou bien au bénéfice des déposants ou de l'économie, mais de garantir que le dossier de la dette libanaise soit conforme pour obtenir un nouveau prêt du FMI, réduisant ainsi les risques pour le FMI lui-même. Ce montant est un élément essentiel dans l'équation et affecte directement le budget de la Banque centrale. Expliquez-nous, premièrement, comment traiter avec cette question, la question des 16 milliards 500 millions de dollars, et d'où viennent ces fonds? Tout d'abord, depuis 2023, la Banque du Liban a ajouté à son bilan 16 milliards 500 millions de dollars de prêts à l'État libanais. Après l'audit des chiffres de la Banque du Liban a inclus ce montant sur son bilan du côté des actifs. Donc ce sont des obligations de l'État vers la Banque du Liban qui ont été accumulées à travers les années. La Banque du Liban affirme qu'elle a tous les documents légaux, toute la documentation nécessaire pour prouver que ce sont des prêts actuels. Le gouvernement, bien des sources du gouvernement, disent que non, ce n'est pas un prêt, parce que si c'était un prêt, si c'était des obligations de l'État, ils auraient été inclus dans la dette publique, dans le montant de la dette publique. Donc, il y a toujours ce débat. C'est ça, mais quelle est l'importance de ces 16 milliards 500 millions de dollars pour la Banque centrale, pour le bilan de la Banque centrale? Selon les discussions, selon les idées que la Banque centrale essaie de présenter dans les discussions avec le gouvernement, avec le Fonds monétaire international, ces 16 milliards et demi de dollars peuvent être utilisés pour rembourser les dépôts bancaires. C'est ça, docteur Rubrik. Quelle est l'importance de ces fonds, ou bien de ces 16 milliards 500 millions de dollars pour la Banque centrale, pour le bilan de la Banque centrale? Selon les idées que la Banque centrale est en train de discuter avec le gouvernement, avec le FMI, la Banque du Liban envisage utiliser ces 16 milliards 500 millions de dollars pour rembourser une partie des dépôts. Mais certainement, personne ne croit que l'État va rembourser tout ce montant. Mais la Banque du Liban espère que les taux d'intérêt sur ce montant aide la Banque du Liban à rembourser ses Juste le taux d'intérêt. Mais que se passerait-il si le gouvernement libanais échouait à honorer ses engagements, obligeant donc les banques et les déposants à supporter ces engagements, ou bien cette perte, ou bien cette dette, dire les 16 milliards 500 millions de dollars? Moi, je peux répondre de façon plus élargie en ce qui concerne les débats, les discussions qui sont en train d'avoir lieu. Il y a 3 points importants il n'y a pas d'accord dessus. Le premier, c'est celui des 16 milliards 500 millions de dollars. Le deuxième, c'est les placements des banques commerciales à la Banque du Liban. L'article 13 du Code du crédit et de la monnaie est très clair que ces placements sont des obligations de la Banque du Liban envers les banques commerciales. C'est une dette commerciale. C'est une dette commerciale. Il ne faut pas l'ajouter à la dette publique qui est une dette souveraine. Donc l'idée de la Banque du Liban, c'est que le gouvernement peut négocier avec les détenteurs des eurobonds. Mais cette approche est différente de l'approche du Fonds monétaire. Oui, le gouvernement peut négocier avec les détenteurs des eurobonds pour restructurer la dette publique sous l'égide du Fonds monétaire international et sans inclure les placements des banques commerciales à la Banque du Liban. Et la Banque du Liban, de son côté, peut trouver une solution avec les banques commerciales pour résoudre le problème des dépôts, pour rembourser la plupart des dépôts, sinon pas tous les dépôts, de façon différente. Le troisième point, c'est celui des fonds propres des banques. L'approche du Fonds monétaire international, c'est d'éliminer les fonds propres en commençant, en débutant, et puis on suit les autres décisions, on met en application les autres décisions. Mais il y a une méthode plus saine
qui dit tout d'abord, on doit régler le problème des dépôts irréguliers et des impôts excessifs. Et puis, on doit faire un audit des banques, de toutes les banques, chaque banque séparément. Et puis, on examine la qualité des actifs de chaque banque. Et puis, on applique le concept de la hiérarchie selon les normes internationaux. Donc, de cette façon, ça aide le secteur bancaire à relancer ses prêts bancaires à l'économie libanaise. Deuxièmement, ça aide les banques qui sont viables à être recapitalisées, et même les banques petites qui sont saines à continuer dans le secteur. Tandis que la première méthode crée des problèmes, que ce soit du côté légal ou bien du côté du fonctionnement du système bancaire. Donc, ces trois points qui sont très essentiels. Il y a des discussions qui se tiennent, mais on n'a pas déjà atteint une solution finale. Mais d'une façon macroéconomique, quelles sont les options disponibles pour l'État pour rembourser sa dette sans compromettre le système financier? Tout d'abord, l'État a commis un défaut en mars 2020, donc il a refusé d'honorer ses obligations. Le gouvernement de Hassan Diab. Oui, en mars 2020. En mars 2020. Et jusqu'à présent, les négociations avec les détenteurs des eurobonds n'ont pas commencé. Donc, la restructuration des eurobonds doit commencer le plus tôt possible. Ça nuit à l'économie libanaise, ça nuit à la notation de la dette publique, ça nuit au secteur privé. Donc, ce processus-là, si le but c'est d'arriver à un accord avec le FMI, doit prendre en considération la soutenabilité de la dette publique. Donc, selon le Fonds monétaire international, l'État doit réduire autant que possible ses obligations passées parce qu'il va s'endetter de nouveau, que ce soit du Fonds monétaire international ou d'autres sociétés financières, même à des taux privilégiés. Mais cette nouvelle dette, c'est elle qui doit avoir la priorité de l'État. Donc, que ce soit le prêt du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale ou d'autres institutions financières multilatérales. C'est ça l'approche de la méthode du Fonds monétaire. Donc, où en sommes-nous? Je crois que les déclarations, que ce soit des ministres libanais ou bien du Fonds monétaire, pointent vers une course avec le temps si le Liban veut signer un accord préliminaire avant la fin de cette année. Mais il semble que le FMI soutient un modèle dans lequel l'État est exempté de toute responsabilité pour ses actions passées, où la charge de la réforme est laissée à la Banque centrale et aux banques commerciales et aux déposants. L'État est tenu, en vertu de l'article 113 du Code de la monnaie et du crédit, de compenser tout déficit au sein de la Banque centrale. Qui paiera le prix de la restructuration et qui financera la reprise? Si on prend en considération l'article 113 du Code du crédit et de la monnaie, comme vous l'avez dit, c'est le Trésor qui est responsable de couvrir le déficit de la Banque du Liban à n'importe quel montant. Aujourd'hui, on parle simplement de recapitalisation de la Banque du Liban à la hauteur de 3 milliards de dollars, 3 milliards à 5 milliards de dollars. En comparaison avec les 70 milliards de dollars que l'État a gaspillés. Les gouvernements successifs ont utilisé à travers on retourne auprès de la Banque du Liban aux subventions. Les subventions ne sont pas documentées, tandis que les prêts, les avances du Trésor sont documentées. Donc, la priorité pour aboutir à un accord avec le FMI, c'est de réduire les obligations passées de l'État autant que possible. C'est aussi simple que ça. Donc, et déjà depuis 2019,
disons, le pouvoir politique n'a pas admis aucune responsabilité de la crise, malheureusement. Voilà. Le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, a clairement affirmé lors d'une session parlementaire sur le projet du budget 2025 que la crise est une crise systémique et non une simple crise du secteur bancaire. Cette déclaration émanant de la principale autorité monétaire du pays constitue un avis décisif sur la nature de la crise et prépare le terrain pour une nouvelle approche nécessitant des solutions globales qui traitent l'ensemble du système financier et économique et non uniquement les banques. Votre commentaire? Oui, mais certainement, parce que la source de la crise, c'est l'abus du pouvoir politique et la mauvaise gérance du secteur public et des sociétés étatiques à caractère commercial. Donc certainement, c'est une crise systémique. Et non seulement dans le secteur bancaire, c'est une crise systémique à travers l'économie, à travers les finances publiques, à travers le secteur public. Donc il faut une approche globale à la crise. Et j'aime ajouter chaque fois qu'il faut aussi résoudre le problème de l'économie parallèle. Parallèle. Oui, l'économie de l'ombre qui nuit à la réputation du Liban, qui nuit au secteur bancaire du Liban et qui nuit à l'économie libanaise. Les banques qui ont tenu bon au cours des 6 dernières années, malgré les circonstances les plus difficiles, prouvent qu'elles peuvent se relever si une volonté politique forte et une intention sincère de remédier à la situation existent. Cependant, les banques se sentent en même temps exclues des négociations les plus cruciales. Dans ce contexte, un projet de loi sur le gap financier est en préparation sans réelle implication de l'association des banques pour examiner les propositions en cours. Les banques prennent connaissance de ces préparatifs à travers les médias où des fuites sur les propositions sont diffusées. Comment évaluez-vous la version finale, premièrement, de la loi sur la réforme bancaire, avant le gap financier, avant la loi du gap? La loi sur la réforme du secteur bancaire qui a été votée au Parlement n'est toujours pas mise en application parce qu'elle est liée directement au vote sur la GAP Law, ou bien, moi je préfère l'appeler la loi qui va déterminer le sort des dépôts bancaires. Donc, je crois il y a eu un débat très élargi sur cette loi-là. C'est une loi qui a été votée au Parlement. C'est la loi la plus facile du côté politique et populaire. Et la loi la plus difficile va être celle de déterminer le sort des dépôts bancaires qui est toujours en discussion. C'est ça, le Parlement a adopté la loi sur la restructuration et la réorganisation du secteur bancaire, mais son application reste liée à l'adoption de la GAP Law. Oui. Donc, et vous dites quoi à propos de la GAP Law, ou bien de cette loi dont le ministère des Finances, la Banque centrale, disent durant chaque réunion qu'ils sont en train de préparer cette loi, etc. Oui, c'est vrai, ils sont en train de discuter, ils sont en train de préparer cette loi. Mais comme je l'ai dit, il y a 3 points essentiels qui sont en train d'être débattus et qui vont déterminer le sort de cette loi, si elle va être prête ce mois-là. Ou bien d'ici la fin de l'année. Comme on l'attend. Non, le but, c'est d'avoir un projet de loi prêt ce mois-là et qui va être présenté au Conseil des ministres. Vous êtes aussi optimiste. Et puis, non, ça c'est le but du gouvernement. Ça c'est le but du gouvernement, d'avoir un projet de loi prêt qui va être présenté au Conseil des ministres. Et voté avant la fin. Et puis le Conseil des ministres va le débattre et va envoyer ce projet de loi au Parlement. Et donc là, le Parlement va prendre son temps pour débattre le contenu de cette loi, de ce projet-là. À quelques mois des élections. À quelques mois des élections. Donc on va voir si les débats vont être rapides ou lents et si le Parlement va voter cette loi tout juste avant les élections parlementaires. Docteur Oubril, comment rééquilibrer le bilan de la Banque centrale, qui est une étape cruciale pour restaurer la confiance et la stabilité monétaire? C'est une priorité pour la Banque du Liban et la Banque du Liban compte utiliser ses actifs pour balancer son bilan.
Tout d'abord, comme on le sait, la Banque du Liban, les réserves en or de la Banque du Liban ont atteint 33 milliards 600 millions de dollars mi-septembre. Elle a à peu près 12 milliards de dollars de réserves en devises. Elle possède à peu près 3 milliards de dollars de terrain. Elle possède aussi la Middle East Airlines. Et puis, elle a des actions dans la société Intra. Donc, tout ça arrive approximativement à 50 à 55 milliards de dollars. Donc, pour le reste, pour les 30 milliards de dollars qui restent, la Banque du Liban compte utiliser trois choses. Tout d'abord, éliminer les comptes qui ne sont pas documentés, dont on ne connaît pas les origines. Deuxièmement, trouver une solution aux dépôts qui ont été convertis après la crise. Livres libanaises en dollars. Et puis surtout les comptes qui ont été créés après la crise à travers le commerce des chèques. Donc, c'est ce que la Banque du Liban essaie de faire. Nous allons passer, si vous permettez, à un autre dossier. Le gouvernement a adopté le projet de loi du budget pour l'année 2026, dont le montant est d'environ 505 milliards 720 millions de livres libanais, soit environ 5 milliards 650 millions de dollars. Plus de 50% du budget est consacré aux salaires et traitements, ce qui constitue un défi majeur pour le ministère des Finances et la Banque du Liban afin de garantir la liquidité nécessaire, estimée à environ 250 millions de dollars par mois. Quel est votre avis sur ce budget ? Tout d'abord, un point sur la question précédente. Aussi, la Banque du Liban va travailler sur les taux d'intérêt excessifs. Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, en ce qui concerne le budget, c'est un budget qui n'a pas satisfait le Fonds monétaire international, bien que ce projet, les dépenses sont équivalentes aux recettes. La structure du budget est traditionnelle. 90% des dépenses sont des dépenses courantes. 82% des recettes sont des recettes basées sur les impôts. Et la plupart de ces recettes proviennent des impôts sur la consommation. Donc, le ministère des Finances a essayé de préparer un budget qui n'a pas de déficit, tout d'abord parce que le gouvernement ne peut pas s'endetter. La Banque du Liban a arrêté de financer le gouvernement depuis 2023. Les banques commerciales ne doivent pas et refusent, et n'ont pas les moyens de financer le gouvernement. Et le gouvernement ne peut pas s'endetter sur les marchés externes. Mais est-il réellement possible d'atteindre cet équilibre? Mais c'est une bonne question. Tout d'abord, le Fonds monétaire a été clair dans son communiqué de presse qu'il n'y a pas assez de mesures pour augmenter les recettes du budget en 2026. On doit observer, ou bien on doit avoir une approche différente en ce qui concerne le budget, parce que pour augmenter les recettes de l'État, il faut élargir la taille de l'économie libanaise, avoir un taux de croissance plus élevé que celui qu'on va avoir cette année, qui est à peu près de 2,5 à 3%. Un taux de croissance de 5 à 6% peut facilement augmenter les recettes de l'État. Il faut combattre l'évasion fiscale et l'évasion douanière. Et la contrebande, certainement. Il faut combattre l'économie de l'ombre. Donc, ces mesures-là peuvent aider facilement le gouvernement à augmenter ses recettes sans avoir recours à de nouvelles sans taxes. Avoir recours à augmenter les impôts ou bien à imposer de nouveaux impôts. Ouais. C'est ça. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Nassib Roublil. Vous êtes le chef économiste de la Biblos Bank. Merci. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.